OK, si vous passez 2 fois de fil le test microbien, achetez un billet de l'auto. Puis à date, on l'a jamais, jamais coulé. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. William Rousseau, tu es le cofondateur et vice-président responsable des communications et développement organisationnel chez Ono Cannabis, une entreprise de Québec spécialisée dans la cultivation de cannabis. Tout récemment, vous avez été capable de sécuriser un investissement de 25 millions de dollars afin de bâtir vos nouvelles installations à Lévis. Vous êtes distribué au Québec et également en Ontario. Et dans les prochains mois, vous prévoyez engager plus de 50 nouvelles personnes. William Rousseau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ben, écoute, Antoine, ça me fait un grand plaisir. Je suis un de vos auditeurs moi-même, donc vraiment content d'être avec vous pour parler de cette belle et nouvelle industrie qu'est la nôtre. Industrie, entreprise, vous avez une belle croissance. Bref, ça va être fascinant d'en discuter ensemble aujourd'hui. Mais William, avant toute chose, qu'est-ce qui différencie un petit peu Ono Cannabis des autres organisations dans votre catégorie? Qu'est-ce qui vous rend si unique? On est une petite bête un peu spéciale. Dans le fond, on se spécialise dans la culture en salle blanche. Donc, on n'est pas dans une serre et on est en aéroponie verticale. Donc, on n'est pas dans un médium de culture classique, dans des pots, dans du sol ou dans de l'eau. On est vraiment des racines qui sont suspendues dans l'air et qui sont brumisées avec une solution nutritive, sans rentrer dans trop de détails. Et les salles blanches, on pourra en parler un petit peu plus tard aussi. Il y a des raisons aussi pour j'ai des mots anglophones dans la tête, mais pour réduire certains risques. Alleviate, que j'avais dans la tête, mais pour réduire certains risques. Alors voilà, c'est ce qui nous différencie beaucoup. Et bon, ce n'est pas né d'hier, Ono. Vous avez commencé en 2016 et peut-être pour bien situer les gens, la légalisation de la marijuana a uniquement commencé en 2018. Donc, moi, je serais curieux si on pouvait commencer ici aujourd'hui, si tu pouvais nous dire si en 2016, vous étiez confiant que les lois allaient changer dans le futur ou simplement le côté médical de la chose allait être, selon vous, assez pour créer une belle entreprise. Ben, à l'époque, on avait quand même des indicateurs qui étaient assez forts, notamment au niveau politique, où est-ce qu'on pouvait voir poindre à l'horizon la possibilité de cette légalisation-là du volet récréatif. Le volet médical était légalisé en 2001. Nous, au départ, c'est vraiment l'aspect thérapeutique qui nous a vraiment parlé. Mais on savait qu'on voulait faire aussi du récréatif, mais on voulait à l'enfant, on voulait pas faire de compromis sur la pureté, la qualité et tout ça parce qu'une de nos valeurs, c'est la santé. Donc, on voulait être sûr que même les produits qu'on mettait sur le marché pour le récréatif allaient être aussi quand même sains pour la santé. Donc, vous aviez une business que vous saviez allait être une bonne organisation simplement dans le volet médical, mais clairement, les signaux étaient ouverts. Vous aviez des échos au niveau politique comme quoi il y allait avoir des changements. C'est pour cette raison-là que vous avez lancé tout ça. Mais bon, en toute honnêteté, William, on a reçu plusieurs types d'entreprises, des catégories sur le podcast, des gens qui sont dans le logiciel, des organisations dans le service, dans le volet manufacturier. Mais c'est la première fois qu'on discute avec une entreprise qui opère dans le domaine du cannabis. Donc, moi, je suis très curieux ici. On lance ça comment? Une entreprise dans le cannabis? Est-ce que, avant même de vouloir lancer cette entreprise-là, ça nous prend des années au niveau bureaucratique pour faire approuver des licences, pour prouver que les gens dans nos équipes ont la légalisation, plutôt ont on pourrait dire les bons certificats pour opérer dans l'entreprise? Moi, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus ici parce que des fois, on parle qu'une entreprise, dès que tu as une bonne idée, lance-la la plus rapidement possible, va faire tes preuves sur le terrain et itère par la suite. Ouais. Mais j'imagine que pour vous, c'est un peu différent, là. C'est un peu différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un projet de cannabis légal au Canada, c'est très réglementé. Donc, quand on dit 2016, évidemment, on n'était pas à temps plein là-dedans. On avait tous d'autres jobs et puis on a travaillé ce projet-là en montant tout le. En fait, tu sais, pour répondre un peu à ta question, puis fais-moi penser de te dire qu'il y a eu aussi des changements dans comment ça fonctionne aujourd'hui depuis que nous, on a, on a commencé ça. C'est même plus complexe aujourd'hui. Puis ça l'était déjà quand même assez. Donc, c'est très réglementé. Dans le fond, comme le volet médical était déjà légal depuis 2001, on a pu quand même analyser l'industrie, cette industrie-là, à ce moment-là.
Puis à partir de ce moment-là, on a pris la décision de démarrer le projet, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on avait des indicateurs forts qu'en 2018, il allait avoir légalisation. Dès 2018, ben, quand la légalisation est entrée en vigueur, ben, nous, on n'était pas, évidemment, on n'avait pas encore notre licence, on n'était qu'un projet, mais on a vraiment observé de près la légalisation du volet récréatif, puis aussi les joueurs dans l'industrie qui étaient pour la plupart des gens avec beaucoup de capital, beaucoup de contacts, puis qui ont à peu près tout fait le même modèle, c'est-à-dire transformer des serres mettons, de légumes, de tomates, whatever, en cannabis. On a observé ça, on a vu ce qui marchait moins bien parce que veut pas, c'était une industrie qui était naissante. Puis ça a été une chance pour nous autres de pas être dans les premiers à sortir justement sur le marché parce que on aurait probablement fait les mêmes choses. On n'est pas, dans le fond, on était chanceux euh, que ça prenne plus de temps, de pas être dans les premiers. Puis ensuite, ben il y a 4 grands axes. Tu as l'axe business, donc le plan d'affaires. Justement, quand tu montes ton plan d'affaires pour aller au financement, après ça, aller chercher des investisseurs, ben, ton plan d'affaires doit adresser justement certains écueils ou certains pain points de l'industrie, notamment justement à cette époque-là, en 2018, déjà, il y avait des compagnies qui étaient cotées en bourse, qui n'allaient pas très bien. Fait qu'il fallait être capable de répondre à qu'est-ce que nous, on allait faire différemment pour être rassurant, mais en même temps pour réussir pour vrai aussi. Il y a l'axe réglementaire normatif qui est très, très important, donc régi par Santé Canada au niveau normatif, mais au niveau financier, on est régi par l'AMP, l'AMF, Revenu Canada. Donc, quand on parle de structure d'investissement, ben, il faut que ce soit vraiment kosher, en bonne et due forme, selon tous ces corps réglementaires-là. Après, il y a l'axe technique, donc la méthode de culture, choisir sa méthode de culture, faire de la R&D en parallèle. Nous, on a pu avoir la chance d'en faire avec des licences médicales qu'on avait, de la recherche et développement en parallèle avec la même technologie qu'on allait utiliser plus tard. Donc, pour faire une preuve de concept, les technologies qu'on va utiliser sont lesquelles? Le design de l'usine, dans notre cas, c'est ce qu'on appelle en bon français un retrofit. Donc, c'est une bâtisse qui était récente, mais quand même déjà là, qu'on a dû adapter. Donc, c'est ça. Et puis l'axe financier, très important, montage financier, la structure d'investissement, tout le démarrage qui découle de ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. Après ça, évidemment, tu as l'obtention de la licence. Nous, quand je te disais qu'il y a eu des changements, c'est qu'à notre époque, quand on déposait un projet comme ça, qui était accepté par Santé Canada, on avait ce qu'on appelle un ready to build. Donc, le ready to build, ce que ça disait, c'était parfait, votre plainte approuvée. Maintenant, si vous réussissez à le financer, ben, vous allez avoir votre licence. Maintenant, ça fonctionne plus de la même façon parce que il y avait un trop grand nombre d'applications, puis il y en avait probablement des loufoques à travers, tu sais, on peut s'imaginer. Alors, ça prenait plus que les ressources de Santé Canada pour être capable de passer à travers ça. Puis souvent, ça finissait que c'était pas un projet très sérieux. Donc aujourd'hui, si on veut obtenir une licence, ben on soumet, puis puis après ça, ben, on se croise en fait, on se soumet, mettons, on réussit à financer. Puis après ça, on se croise les doigts qu'on va avoir une licence. Il n'y a pas de garantie là. Tandis que nous, au moins, on pouvait dire à nos investisseurs, on a un ready to build. Ça veut dire que notre plainte est approuvée. Donc, si on finance, on a la licence. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Puis Wow. après ça, ben, tu as la mise en opération, puis le lancement commercial, où est-ce qu'on est présentement. Et là, on s'entend, on est en 2023 aujourd'hui, donc le lancement commercial, 7 ans, là. Oui, oui, 7 ans, exact. Presque 8, là. Tout à fait. Donc, il faut avoir une vision grandiose et les reins solides. Et parlant peut-être un petit peu des reins solides, c'est assez fascinant tout ça parce que, bon, vous êtes allé chercher du financement, mais à la base, les premières années d'Ono, de ce que j'ai été capable de lire, c'était uniquement du love money. Bon, ça vous a pris du temps avant d'aller chercher un petit peu plus de financement pour bâtir vos Mhm. installations à Lévis, qui, au final, soyons très clairs avec l'audience, ces installations vont vous permettre, et corrige-moi si je me trompe, de produire de 12 à 15 tonnes de cannabis par année. Oui, Donc, peux-tu nous dire un petit peu deux choses à ma question? Première chose, lever du financement dans cette catégorie-là. oui. Combien de temps que ça prend? Est-ce que les gens sont réceptifs? Et en sous-question, et on y reviendra par la suite, j'aimerais en savoir plus sur comment vous avez construit ces fameuses installations, cette fameuse serre à Lévis. Pour répondre au premier volet de ta question, qui est le volet financier,
tu l'as dit dans l'introduction, à date, on a roulé qu'avec des fonds privés investissement. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est bon, on monte le plan d'affaires, on monte le pitch et tout ça. Puis quand on dit love money dans notre cas, c'est vraiment le cas parce que on avait famille, amis, contacts proches, qu'on a quand même ramassé quelques millions avec eux au départ. Donc, une bonne base. Par la suite, on a rencontré quelqu'un qui allait devenir un de nos partenaires par la suite, mais qui, lui, qui est rentré comme investisseur en premier, nous a présenté à son réseau d'affaires qui, lui, avait une trentaine de personnes. On avait déjà une trentaine de personnes. Donc, pour te faire un picture aujourd'hui, on est 6 actionnaires, dans le fond, dans le langage business. Puis on a des participants non votants pour une soixantaine de personnes. Puis c'est des gens qui ont toujours cru, c'est des gens de qui on est resté très proche aussi, très transparent avec eux. Mais ça prend quand même quelques années, évidemment, à monter ça. Euh, Tu démarches quand même en parallèle avec les institutions financières plus traditionnelles, mais on le sait, là, avec le cannabis, ça a beau avoir été légalisé, ça a resté quand même stigmatisé un bon moment. Puis dans la conjoncture un petit peu plus internationale, euh, il y a aussi, on découle beaucoup de ce qui se passe ou ce qui se passe pas des fois aux États-Unis. Donc le Safe Banking Act aux États-Unis qui est pas passant, qui est discuté depuis très longtemps. Dans le fond, c'est le fait que dans les États américains, sont pas tous égaux ou à la même place concernant le cannabis. Donc il y en a qui sont absolument en contre, il y en a qui sont pas pires pour, puis il y en a qui sont pour. Puis ça fait en sorte aussi que certains joueurs ici institutionnels euh, auraient des risques réputationnels si le financier du cannabis. Puis là, ça commence à se décoincer tranquillement. On commence à voir les banques arriver, pas toutes. Puis aussi, arrive souvent un moment où est-ce qu'il n'y a plus tant de risques pour eux autres. Donc, ça veut dire que là, la business roule, il y a des revenus qui rentrent. Là, on est plus rendu dans cette ère-là pour nous, mais on savait qu'on pendant quelques années, il fallait vraiment juste se fier sur le privé. Donc, on comprend un petit peu la dynamique financement. Parle-nous un petit peu de la construction de la serre. Ça a pris combien de temps être construit, tout ça? Est-ce que ça s'est déroulé comme prévu? Parce que j'imagine que ça a dû être un très long projet qui a dû être commencé il y a quelques temps de ça maintenant, là. Oui, exactement. Ben, d'abord, oui, c'est sur quelques années. Donc, premièrement, avant de faire des plans, il faut trouver l'endroit où est-ce qu'on va implanter l'usine. Puis là, il y a un paquet de réglementations encore là, un radius de 500 mètres où est-ce qu'il faut pas qu'il y ait aucun lieu public, parc, école, des choses comme ça. Donc, déjà, tu as de la misère un petit peu à trouver ça. Il faut que la municipalité où est-ce que tu veux t'installer soit ouvert. On a senti, nous, dès le départ, là, on est du côté de Lévis, le Saint-Nicolas. On a eu un très bel accueil quand on est allé leur présenter le projet, puis ils ont toujours été soutenants pour nous. Et puis, on est dans un parc industriel super bien situé. Et on a dû avoir un espèce de changement au niveau du code euh, de localisation. Et ça s'est super bien fait avec la ville de Lévis aussi. Donc, ça, on est chanceux de ce côté-là. Une fois que tu as ton bâtiment, dans notre cas à nous, c'était pas une construction, c'était un retrofit. Donc, on a acquis le bâtiment. Ensuite, il faut faire des plans avec des ingénieurs pour justement transformer ce building-là en usine de cannabis, dans notre cas très high-tech. Donc, c'est pour ça il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup d'équipements très lourds. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on avait observé aussi du marché puis de l'industrie. Là où est-ce que des gens peut-être en ont pas mis assez ou ont pas mis des efforts ou les énergies ou l'argent aux bonnes places. Donc, ce plan-là doit évidemment être soumis à Santé Canada. Donc, automne 2020, pour près d'un an, dans le fond, on a fait la transformation de l'usine, là, si on veut, la construction. Euh, une fois que ça c'est fait, on fait avec Santé Canada ce qu'on appelle un evidence package. Donc ça veut dire qu'il faut démontrer par de la vidéo, entre autres, que notre usine est conforme à tout ce qu'on a soumis, puis elle est conforme aux normes qu'on demande, notamment à peu près pas d'angle mort pour les caméras, des accès sécurisés et tout ça. Donc, il faut démontrer ça. Après ça, ben, on a l'obtention de la licence. Dans notre cas, nous, on l'a eu le 4 mars 2021. Donc, quand même un bon moment après le début du projet, comme tu l'as souligné. Puis le 15 avril 2021, on a entré les premières plantes qui sont nos plantes mères. Donc, si tu remarques, là, on a fait une mise en marché un an plus tard parce qu'il fallait
amasser du produit pour être sûr que quand on lance, si on est trop bon, là, ben, tu ne veux pas en manquer. Donc, il faut être capable de fournir à la demande aussi. Fait qu'on remplissait les voûtes. On s'en rend compte pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont envie de se lancer dans le cannabis, attachez votre ceinture, le processus est C'est long. pas Ce n'est impossible. pas impossible, mais soyons honnêtes, c'est une des organisations qui doit avoir les plus hautes barrières à l'entrée, là. Oui. C'est-à-dire, avec tout ça mis en place, on parle même pas du financement ici, qu'on a besoin de plusieurs millions de dollars avant même de faire des ventes. Ouais. Il faut ton plan soit excessivement solide. Il faut que tu sois capable, j'imagine, et de votre côté, c'est ce que vous avez été capable d'analyser, de se rendre compte des retours sur investissement que vous allez pouvoir avoir sur le long terme. Et ces retours, j'imagine, ils doivent être grandioses pour tous les efforts que vous mettez en amont pour faire en sorte que le projet prenne vie, là. Oui, sauf qu'on savait que ce serait une courbe assez lente. Donc, on savait qu'on serait sans revenu. Dans le fond, ton montage financier, il faut qu'il prévoit que tu vas être sans revenu un bon moment avec beaucoup de dépenses. Puis à partir du moment où aussi tu engages des employés, tu as, un payroll qui roule, tu as des bills à payer. On a aussi la chance, nous, dans notre cercle de propriétaires, si on veut, d'avoir aussi des entreprises autour dans d'autres domaines qui ont permis aussi la réinjection à certains moments. Fait que, c'est tout un espèce d'écosystème qui s'est bâti avec le temps qui a permis ça. C'est un mélange de bonnes étoiles, mais en même temps d'organisation. De travail mais clairement, on s'est entouré des bonnes personnes. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, tu as parlé que la mise en commercialisation de vos produits, ça commence ou ça a commencé il y a quelques mois de ça maintenant. Donc, si on situe bien notre audience, le cannabis au Québec est exclusivement vendu à la SQDC quand on parle du volet récréatif ici. Donc, c'est primordial pour vous de pouvoir être distribué dans leur succursale. Ma question pour toi est la suivante. Comment le processus avec la SQDC se déroule? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est bureaucratique? Est-ce qu'encore une fois, ça prend énormément de temps? Ou finalement, tu sais quoi, ça se passe un petit peu plus vite que prévu et ça s'est bien déroulé? Ça s'est bien déroulé. Il faut savoir, évidemment, bon, à la base, il faut avoir une licence. Il faut être approuvé par l'AMP aussi pour faire du commerce ici au Québec avec ça, avec la SQDC, qui est un organe gouvernemental. Euh, Ça fonctionne par appel de produits. Donc, dans le fond, on a des appels de produits à remplir qui sont pas plusieurs fois par année. Là. C'est quand même, il y en a pas beaucoup. Ces appels de produits-là, dans le fond, l'idée, c'est de proposer le plus de produits possible. Dans notre langage, on appelle ça des SKU. Donc, que ce soit des pré-roulés, de la fleur, n'importe quoi. Puis, eux vont choisir à ce moment-là qu'est-ce qui serait un bon fit pour les besoins qu'ils ont. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Au départ, avec la SQDC, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on commence ils appellent ça le mode pépinière. Donc, le mode pépinière, c'est que tu es en ligne et dans moins de magasins, donc pas dans l'entièreté des magasins pour justement faire un test de marché, voir si le produit fonctionne bien, s'il y a s'il y a du repeat purchase en bon français, voir si ça fonctionne bien. Puis si c'est concluant, ben après ça, on a une entrée dans tous les magasins. C'est comme dans notre cas à l'automne, donc en octobre, là, on va être nous dans tous les magasins. On était en mode pépinière. Puis c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est un plaisir de faire affaire avec eux parce qu'il y a eu un peu aussi un changement de garde à la SQDC. C'est au début, le mindset, c'était un petit peu plus on va encadrer ça, puis on va sortir les Québécois de la consommation, puis là, ben, puis on va s'attaquer au marché noir, mais en même temps, ils ont réalisé, je pense, OK, C'est un peu utopique, hein? il y avait déjà beaucoup d'utilisateurs. Les gens sont contents d'avoir ça au Québec. Puis quand il y a un magasin, il y a des ventes. Donc là, maintenant, l'équipe en place est vraiment dynamique. Puis ils comprennent que c'est une industrie. Puis ils sont là pour nous aider à naviguer dedans. Là. Fait que c'est le fun de travailler avec eux autres. Parce que c'est ça, au final, à la fin de la journée, il va y avoir de la consommation, mieux vaut la contrôler. Et je pense qu'au même au final, il faudrait revoir les chiffres, mais les projections démontraient énormément de revenus que l'État pouvait aller générer en, euh, en rendant le tout légal. Je ferai des petites recherches et je les mettrai dans les notes de l'épisode. Mais clairement, c'est un moteur économique qui tranquillement risque de prendre en effervescence. Bon, ça c'est au Québec. Parlons maintenant un petit peu de l'Ontario.
comment ça se déroule là-bas? Parce que je sais que vous avez des ambitions en Ontario, je sais que vous êtes en discussion, peut-être que ça l'a même avancé un petit peu plus rapidement récemment. Comment on fait pour être installé en Ontario avec Ono Cannabis? OK. Bon, en Ontario, c'est différent. Présentement, on est en Ontario. On est lancé depuis, la mi-juillet. Donc, on a 3 produits à l'OCS, le Ontario Cannabis Store. Un petit peu différent parce que c'est un modèle, c'est fédéral, hein, mais on a donné la charge aux provinces de Mmh. gérer eux-mêmes comment ils géraient le commerce du cannabis. Donc, dans le cas de l'Ontario, c'est quand même le gouvernement, mais il y a des boutiques indépendantes ou des chaînes de boutiques, dans le fond, c'est pas comme des SQDC ou des OCS stores. C'est vraiment des boutiques avec très différents, en fait, d'une SQDC. Pour ceux qui sont allés à la SQDC, on voit pas le produit, c'est derrière le comptoir, on peut pas le sentir, on peut pas le voir. C'est un peu différent en Ontario. Les boutiques sont beaucoup plus extravagantes, très classe, beaucoup vitrées. On est capable de voir les produits, on peut à la limite sentir des produits. C'est beaucoup plus permissif. C'est complètement un autre marché et on n'a pas la limite de THC qu'on a au Québec à 30. Là-bas, n'existe pas. Euh, donc, c'est différent un petit peu. Dans le fond, on a un de nos produits tu sais, qui dépasse ça, qu'on a lancé en Ontario, qu'on peut pas lancer au Québec, là. Donc beaucoup plus de place, beaucoup plus de liberté, entre parenthèses, de ce que je comprends ici. Et dis-moi, est-ce que tu sens que peut-être l'Ontario va devenir un plus gros marché que le Québec pour vous? Est-ce que peut-être même d'autres provinces vont devenir encore plus importantes? Quel est l'endroit stratégique où vous vous entourez qu'il y aura le plus de croissance dans le futur pour Renault? Ben, c'est pas impossible que tu sais, une certaine province ou certaines provinces deviennent un marché plus grand de par justement le fait qu'on est capable de sortir une variété de produits qui est différente là-bas, mais on est quand même québécois, fait qu'on veut s'assurer qu'on a un bon positionnement ici. Tu sais, notamment la SQDC qui est près de notre usine est un gros vendeur de Honno. Tu sais, c'est comme ah, je vais prendre du Honno, hey, c'est à côté d'ici. Tu sais, il y a comme une espèce de fierté régionale aussi. Fait que au Québec, on veut pas laisser le Québec en reste, mais c'est l'art là, de naviguer dans toute cette réglementation-là, puis de travailler en collaboration avec la SQDC pour avoir le meilleur positionnement, puis le plus grand nombre de produits possible quand même malgré tout ça. J'aimerais parler d'un sujet avec toi, William, qui, je suis convaincu, est un sujet que certains de nos auditeurs ont vécu. Je parle ici des montées et descentes vertigineuses des organisations dans le domaine qui, malheureusement, finalement, ont déclaré faillite. Personnellement, j'ai été, entre parenthèses, victime un petit peu de ça. J'ai investi dans une société dans l'industrie du cannabis, cotée à la bourse, Mes qui sympathies. finalement sympathie qui nous vendait la lune et finalement l'entreprise est allée assez rapidement à zéro. Je suis convaincu que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui ont vécu sensiblement la même chose, peut-être même également toi de ton côté. Bref, euh, il y a cette bizarre de dynamique qui s'est instaurée entre les investisseurs et les entreprises du domaine public dans le domaine du cannabis. Vous, soyons honnêtes et soyons clairs avec notre audience. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise privée. Oui, Maintenant, je te pose tout de même la question parce que je suis convaincu que tu te la fais poser souvent. oui. Comment on arrive à convaincre des gens, des investisseurs, des collaborateurs, des distributeurs même que vous êtes là pour rester en eau et que ça va perdurer à travers le temps? Ben, première des choses, tu l'as un petit peu nommé, on est une compagnie privée, puis c'était déjà voulu comme ça au départ. Donc, c'est comme ça qu'on l'a vu. On voulait être une compagnie privée, c'est-à-dire que si on obtenait des bons résultats, puis on était bon, ben, c'était de notre faute. Puis si on n'était pas bon, ben, c'était de notre faute. C'est moins à cause de spéculation du marché et tout ça. Fait que ça, c'est déjà une orientation. Maintenant, on en a un petit peu glissé un mot en ouverture, mais on n'a pas été dans les premiers, puis ça a été une bénédiction. Donc, on a pu voir qu'est-ce qui marchait pas, notamment des joueurs qui avaient accès à beaucoup de capitaux, ont obtenu des licences, ont à peu près toutes fait la même chose, sont allés transformer des serres de légumes, de tomates pour la culture de cannabis. Souvent dans des grands espaces, donc toute la culture au même endroit. Donc, s'il n'y avait pas un contrôle du climat qui était du climat ou des contaminants qui n'étaient pas assez serrés de par le fait qu'on est dans une serre puis qu'on est dans un grand espace, ben, des fois, s'il y avait une contamination ou quoi que ce soit,
ben le produit ne peut pas, s'il passe pas les tests de laboratoire, ne peut pas être mis sur le marché. Donc à ce moment-là, il faut prouver qu'on le détruit. Et donc c'était tu sais, de mois en mois, des pertes de millions de dollars pour beaucoup de ces joueurs-là. Nous, ben, c'est un peu ça aussi qui a fait, en fait, c'est pas un peu, c'est carrément ça qui a changé la donne pour nous. Puis on a dit, OK, on va aller dans des salles blanches, donc qui ont des pressions statiques positives, qui sont l'équivalent quasiment d'une salle d'opération, donc où est-ce qu'on n'a pas de sol, donc qui est normalement un vecteur de contaminants, souvent. On a des salles séparées, donc si jamais il arrive quelque chose, c'est un peu improbable, mais s'il arrivait quelque chose dans une salle, ben, au moins, c'est pas dans l'autre salle à côté, donc on perdrait pas l'entièreté de notre production. Puis, tu sais, on a une espèce de fierté aussi. Tu sais, quand ton produit doit être, quand tu veux mettre ton produit en marché, il faut évidemment que ce soit testé par un laboratoire avant d'être relâché. Et puis, on s'était fait dire par des gens de l'industrie, des amis, que, OK, si vous passez 2 fois de fil le test microbien, ben, tu sais, achetez un billet de loto. Puis, à date, on l'a jamais, jamais coulé. Donc, tu sais, c'est vraiment le fun de voir ça. Ça montre que le concept qu'on avait imaginé pour prévenir ces risques-là fonctionne bien. Euh, il y a aussi la technologie qu'on utilise, la façon dont les opérations ont été montées puis améliorées avec le temps. On n'est jamais parfait, mais on s'améliore toujours. Ben, ça laisse présager aussi un coût de production qui est mieux contrôlé, qui est le nerf de la guerre aussi dans les producteurs de cannabis, parce qu'on a quand même du vent dans le visage, c'est-à-dire t'as beaucoup, ça coûte cher, tu as ton payroll, tes bills, la taxe d'assises qui est quand même moyenne d'1 dollar du gramme produit qui s'en va en taxe d'assises aussi. Donc, si on pense Ono, 15 tonnes, 15 millions, ça comme, faut quand même tout prévoir ça. Fait que c'est un peu ce que on a voulu observer qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui était vraiment les pain points, puis vouloir les régler un petit peu plus à l'avance avant de se lancer. Puis c'est ça qui était un peu notre succès jusqu'à date. On était capable de voir quand même l'avenir de ce côté-là. Donc, c'est ça, c'est une organisation qu'on construit avec de la préparation, de la planification et énormément de patience. Et Ouais. c'est quand même assez fascinant ce que tu nous dis. C'est que la plus grande chance quasiment que vous avez eue, ça a été d'être un deuxième dans le marché et non Oui. d'être le premier. Ah, absolument, absolument. Puis il faut rester humble là-dedans parce qu'on en apprend encore aussi beaucoup en interagissant avec le marché, avec aussi les consommateurs. Donc, des fois, ce serait facile de dire, oh, tu sais, c'est beau, on est bon, tout ça. Tu sais, c'est vraiment un domaine où tu n'as jamais fini d'apprendre. Euh, Puis aussi en côtoyant d'autres joueurs dans l'industrie parce qu'il y a une espèce de collégialité. Tu sais, on se parle entre nous aussi. Tu en apprends davantage. Puis contrairement à ce que les gens peuvent penser aussi, bon, on s'entraide beaucoup. Là, tu sais, on a des bonnes relations aussi avec les autres. Parce que, évidemment, tu l'as dit, il y en a beaucoup qui tombent. Fait que si on peut avoir des joueurs forts qui restent puis s'entraider entre nous, ben, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc, force est d'admettre qu'apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux. C'est plus payant. Euh, Effectivement, William, c'est le marketeur en moi qui aimerait en savoir un petit peu plus sur un sujet, le sujet de commercialisation. Donc, bon, autant le gouvernement canadien est très ouvert sur la question, celle du cannabis, bien entendu, autant c'est compliqué avec les joueurs publicitaires de pouvoir faire la promotion de vos produits. Donc, bon, moi, j'opère dans le domaine des publicités sur Facebook, les plateformes de Meta. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que les législations changent dans les prochaines journées, on ne peut pas faire la promotion de cannabis sur leur plateforme. Donc, j'imagine que votre pouvoir de distribution, il est limité avec différentes plateformes. Au final, votre équipe, Ono, on veut se faire connaître. Quand on a autant de bâtons dans les roues, comment on s'y prend pour que la population, pour que les gens connaissent nos produits? C'est une excellente question, puis elle est d'actualité, ta question, Antoine, parce que, bon, on vivait, on va dire qu'on vivait un flou confortable dans le domaine de qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour faire parler de nous. On va dire ça comme ça, disons sur les réseaux sociaux ou whatever. Euh, il y a, présentement, on est beaucoup, au Québec, on est sous la loupe du ministère de la Santé présentement
parce que justement, comme il y avait un flou confortable, certains joueurs sont peut-être allés loin là-dedans, puis ça leur a causé quand même du succès au niveau des ventes. Puis d'autres joueurs se sont mis un petit peu à se plaindre de ça, notamment SQDC, mais c'est pas le rôle de la SQDC d'aller légiférer là-dedans. Mais présentement, on sait que tout ce qu'on publie quand on est un joueur québécois est regardé, puis il y aura à un certain moment donné, on ne sait pas quand, une espèce de jugement sur OK, ça, tu n'as pas le droit, puis ça, tu as le droit, puis bon, puis ça va être plus tu n'as pas le droit que tu as le droit, on le sait déjà. Maintenant, le catch-22, c'est que si il y avait un jugement qu'on a, disons que le type de publication qu'on fait, on ne peut pas les faire au Québec, ben on pourrait se dire, OK, ben en Ontario, dans les autres provinces, on va le faire. Mais là, la trappe, c'est s'il y avait un jugement là-dessus et que ton siège social est au Québec, tu pourrais pas plus le faire ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est préoccupant. Parce qu'évidemment, nous, on fait pas des posts où est-ce qu'on encourage la consommation, où tu vois des gens fumer, puis toute la patente. C'est pas notre image, pas notre façon de faire les choses. Oui, on va voir les fleurs, on va voir les produits de temps en temps. On a une marque qui est très colorée, très attirante. On se le fait beaucoup dire aussi avec l'Ontario. C'est comme s'ils nous ont vu arriver avant qu'on arrive. Donc, il y a quelque chose là qui se passe, puis on espère être capable de continuer à jouer avec ça. Ceci dit, c'est un beau, euh, c'est un beau défi de finesse en marketing, de savoir, OK, parce que nous, on fait ça beaucoup maison, on est chanceux, on a une belle équipe sur place. On est capable de produire le contenu qu'on met en ligne. Euh, Puis ben, c'est ça, c'est une espèce de slalom tout le temps de OK, on peut-tu faire ça, on peut-tu pas faire ça, mais en même temps, on n'est pas trop edgy par notre nature non plus. Fait que je pense qu'on le navigue bien, mais on n'a pas de boule de cristal sur comment ça va être dans les prochains mois, là. Donc, on essaye de faire des apparitions médiatiques, on va sur des Oui, podcasts, tout à fait. on travaille avec les moyens du bord parce qu'effectivement, on peut pas lancer la législation, donc changer, pardonne-moi, la législation. Donc, on utilise les médias qui sont à notre disposition, ce qui fait énormément de sens. Oui. Et bon, là, Ono, à moins que je me trompe, c'est le début. Ouais, on est nouveau pour les gens. On n'est pas nouveau pour nous, mais on est nouveau pour les gens. Exactement. Donc, les gens ne voient que la pointe de l'iceberg. On pense que c'est une nouvelle entreprise, mais comme on a pu le voir dans la discussion qu'on a depuis quelques minutes maintenant, ça fait longtemps que vous êtes en affaires. Ouais. Mais là, je pense que le meilleur est à venir. Vous avez des plans de croissance. J'ai parlé avec des connaissances très proches de moi qui sont investisseurs dans votre entreprise. On parle quasiment d'une multinationale en construction les 12, les 24, les 36 prochains mois. Qu'est-ce qui vous attend chez Ono? Pour te faire ça un peu bullet point, présentement, on est en phase 1 de 2 dans l'usine, c'est-à-dire que tous les gros équipements sont là, fonctionnels pour l'ensemble de l'usine, mais on a 2 salles de floraison présentement qui sont actives. La phase 2 est presque terminée. Donc, la phase 2, c'est l'ajout de 7 nouvelles salles. Donc, c'est pour un total de 9. Donc, tantôt, on parlait de 12 à 15 tonnes. Ben, c'est ça le secret. C'est nous, en plus, en étant vertical, on densifie beaucoup. C'est-à-dire que si on met 294 plantes par tour et qu'il y en a une moyenne de 50 par salle, on met beaucoup plus de plantes que si on était dans des pots. Donc, cette phase 2-là se complète sous peu. Et puis, à l'automne, on commence à regarder pour de l'embauche plus massive de nouveaux personnels. Euh, on va évidemment démarrer la phase 2 progressivement en activant ces nouvelles salles de floraison-là. On va continuer évidemment de prendre l'expansion chez nous au Québec. On va continuer de prendre l'expansion en Ontario aussi. Ça se passe très, très bien à venir jusqu'à présent. Euh, on a l'obtention de normes internationales qui vont nous permettre, là, on parlait de médical tantôt, ben nous autres, bon, c'était déjà notre plan de match dès le départ de faire du médical, de l'exportation, qui est complètement un autre type d'opération. On va pas faire de l'empaquetage en 3.5 ou en produit fini. C'est vraiment en vrac. Ça prend l'avion puis ça s'en va dans des pays tels que l'Israël. Donc, on est dans l'obtention d'une norme GACP présentement au moment où on se parle. Euh, on va, on va développer le marché B2B, donc business to business médical, en sécurisant évidemment des contrats qui sont significatifs avec d'autres pays.
24 mois et plus, augmentation significative de la production graduelle, là, optimisation des coûts de production. On est déjà très bien, mais on sait que nous, quand l'usine va être à pleine capacité, on a encore plus de contrôle sur les coûts de production. Poursuivre le développement de marché avec des lancements dans d'autres provinces canadiennes aussi en parallèle. Puis expansion du volet médical, exportation. Donc, c'est un peu ça, là, la feuille de route là, pour les prochaines années pour Renault, là. J'imagine que peut-être, ultimement, quand les législations vont changer un peu, croissance internationale, mais peut-être pas tout de suite avec tout ce qui se déroule, mais ça doit quand même être dans le radar à un certain point, là. Dans le radar, puis c'est d'y aller aussi une étape à la fois parce que le marché médical a pas les mêmes exigences, pas les mêmes normes. Donc, c'est un bon step-up là, d'aller chercher cette norme-là, qui est plus sévère encore que les normes de Santé Canada. Mais une fois qu'on l'a, faut la maintenir. Puis après ça, ça nous ouvre des portes quand il y aura d'autres marchés, tels les États-Unis un jour probablement, qui vont ouvrir. Donc, on voudrait être présent, c'est sûr. Fantastique. Des petites questions personnelles maintenant. Oui. Un entrepreneur comme toi, est-ce que tu lis quelques livres d'affaires et si oui, lesquels ont marqué ton imaginaire et lesquels on pourrait recommander à notre audience? Bon, je suis un gros junkie de livres. J'en ai je lis en moyenne 4 livres, par mois. Comment j'arrive à faire ça? C'est un mélange de livres physiques puis d'audiobook dans l'auto. Donc, ce qui m'a marqué récemment là, Extreme Ownership de Jocko Willink. C'est Oui, un ancien Navy très bon SEAL. livre. Très bon livre. Warrior Book, c'est le Mais Black Book. avant, j'aimerais te Oui, poser une question sur Extreme Ownership parce que ouais. j'avais une discussion avec une autre personne qui l'avait lu. Très bon livre. Première question, l'as-tu lu en audio ou livre normal? Physique. Ouais, Physique, OK. Bon, tu vois, moi, je l'ai lu en audio ouais, et autant que le livre est bon, autant j'ai l'impression que les points fondamentaux sont expliqués après 30 pages. Et que là, ouais, par la suite, on me fait du gros storytelling pendant 200 pages pour m'expliquer 3 points fondamentaux qui sont clairement bons et oui, les histoires sont oui. intéressantes. Mais est-ce que tu sentais que très rapidement, tu avais pris l'essence même du livre, là? Oui, tout à fait. En fait, j'ai tout lu, mais j'ai eu le même feeling que toi. Ça enlève rien à la valeur de ce qui est, tu sais, ce qui est véhiculé là. Mais il y a beaucoup de storytelling qui vient supporter un peu comment on est arrivé avec l'expérience à ça. Mais quelqu'un qui voudrait euh, aller voir, tu sais, maintenant on a des applications qui résument des livres en 15 minutes. Pourriez le faire avec celui-là, 100%, excellent point. Les histoires sont bonnes, rien à enlever aux histoires, mais à un certain point, disons que ça revient pas mal au même. Exactement. Puis surtout que c'est ça, c'est Navy SEAL style un peu. Fait que voilà. Deuxième, Warrior Book de Garrett J. White, qui est un homme d'affaires qui repositionne beaucoup les hommes aujourd'hui. Pas que c'est pas important, les femmes en affaires, c'est plus, il y a comme on sent un certain débalancement dans les hommes savent plus trop où se garrocher aujourd'hui. Mais lui a une certaine façon qui est pas pour tout le monde non plus, mais un bon livre à lire, je pense. Il y a même des femmes qui le lisent curieusement aussi, donc c'est bien. Business et finances, Profits First de Mike McAllowitz, ça c'est ce que je conseillerais à n'importe quel entrepreneur, aussitôt que vous êtes en business. Ce livre-là est fantastique, très straightforward. Aussi, en version audio, c'est lui-même qui fait la lecture de son livre. Puis ça, je trouve, c'est un gars hyper dynamique, hyper drôle. Euh, je vous conseille quand même de vous procurer la version physique parce qu'il y a beaucoup de moments où vous allez vouloir aller revoir des choses dans ce livre-là. Après ça, de Holistic Wealth Strategy de David Walcott, qui est une façon un petit peu out of the box, hors de la boîte, de voir les choses en finance. Puis j'aime beaucoup cette approche-là. Donc ça, c'est les derniers livres qui m'ont marqué. Podcast? Oui, aussi gros consommateur de podcasts, surtout dans l'auto. Donc, The Lifestylist podcast avec Luke Story que j'aime beaucoup, qui tourne beaucoup autour de biohacking, Mmh. spiritualité, business aussi de temps en temps. Aubrey Marcus, un peu dans le même range, mais complètement un autre style de personnalité.
The Human Upgrade podcast avec Dave Asprey, Impact Theory avec Tom Bilyeu, Cashflow Ninja, Pretty Intense avec Danica Patrick, j'en ai beaucoup. Et bien sûr, en français, il n'y en a pas beaucoup, Hyper Croissance, que j'aime beaucoup écouter. Puis merci en passant, c'est mon moment où je fais de la flatterie, mais merci beaucoup de faire ça parce que c'est vraiment toujours intéressant, puis ça nous fait voir aussi des belles business d'ici. Fait que bravo pour ça, puis merci beaucoup. Ben écoute, je prends le tout. J'apprécie que tu me dises ça. Et effectivement, il y a des belles business des fois au Québec qui passent un petit peu sous le radar. Ouais. Souvent, les plus grandes organisations sont les moins connues, paradoxalement. Oui. Donc oui, c'est un petit peu l'objectif avec le podcast Hypercroissance. Des très belles suggestions que tu nous as données sur le podcast. Donc, on pourrait dire, assumer que tout ce qui est de tout ce qui est un petit peu anti-aging, pardonnez-moi l'anglicisme, Mm-hmm. et longévité, ce sont des sujets qui te trottent dans la tête là, si tu écoutes autant de podcasts du genre. Tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne me voient pas, je suis assez âgé moi-même. Donc, bientôt 44 ans. Non, je fais des jokes, c'est jeune aujourd'hui. Mais tu veux savoir si j'ai une routine spéciale pour... Ben écoute, je trouve que ça fait une très très belle transition Ouais. parce que si tu écoutes autant de podcasts du genre, j'imagine qu'au final, tu passes à l'action sur certains conseils qu'ils te donnent. Donc, Oui. à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail, ou même en général? OK. En général, moi, mes routines se situent beaucoup la semaine. J'ai tendance à beaucoup décrocher autant que possible la fin de semaine, mais la semaine, exposition au froid chaque matin. J'ai en bon français une cold plunge dans mon gym chez nous. Donc, 2 minutes là-dedans à 37 degrés, puis je m'entraîne après. Donc, ça, c'est les matins de semaine. Podcast, audiobook dans l'auto pour me rendre au travail, toujours, toujours. Pendant le travail, j'ai tendance à utiliser une app qui s'appelle Endel, qui est une app qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, mais qui crée des ambiances sonores propres justement à la productivité puis à la concentration. On travaille dans un milieu, nous autres, qui est assez, qui bouge beaucoup. Puis le soir, ben, passer du temps avec ma famille, décrocher, méditer, évaluer ma journée, puis c'est un peu ça. C'est assez simple, en fait. Toujours intéressant d'en savoir un peu plus parce que je l'ai dit souvent sur le podcast, 50% des gens qui viennent nous disent avoir une routine très spécifique, Mm-hmm. quasiment militaire, un peu comme toi. Et l'autre 50% des gens nous disent, écoute, moi, Antoine, je n'ai aucune routine. Donc, toujours intéressant d'en savoir un peu plus. William, dis-moi, si on veut en savoir davantage sur Renault Cannabis, si on veut vous aider d'une quelconque manière, où est l'endroit le plus simple pour entrer en contact avec vous? Bien, évidemment, le portail central un peu de notre site web et nos réseaux sociaux. Donc, sur notre site web, onocannabis.ca, vous avez un lien vers tous nos réseaux sociaux. Donc, nous suivre, interagir avec nous. On adore parler avec les gens, on adore interagir. Si vous êtes un client, vous avez essayé, on aime beaucoup. On a justement un lien que vous allez trouver assez facilement pour évaluer nos produits. On aime ça avoir du feedback. Et les gens en donnent sur les réseaux sociaux aussi. C'est super apprécié pour nous de voir vraiment le feedback final du consommateur. Puis sinon, les gens, on est un bon citoyen corporatif. On aime justement aussi faire des belles choses puis interagir avec notre entourage. Donc, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. On mettra des liens dans les notes de l'épisode de votre site Internet et des différents médias sociaux. William Rousseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'être également le premier dans l'industrie du cannabis à venir sur le podcast. Ça nous aide à en savoir un petit peu plus. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.